Pour la dernière partie de la capsule, j'ai beaucoup parlé de liquide. Là, on va parler un peu des ions qui est solubilisé dans l'eau de votre organisme, donc des électrolytes. C'est toujours les mêmes qui reviennent, que vous avez vu en début de session avec moi, à part un peut-être que j'ai passé plus vite, que je vais focusser un peu plus, là, le magnésium. On avait vu ça assez rapidement, puis ça fait longtemps. Mais les autres, le sodium, potassium, clair, on les a tellement vus à la session dernière avec Bio1. Dans le système nerveux musculaire, exemple. Puis on les a vus beaucoup cette année aussi. Donc, vous commencez à les connaître. OK? Et ce que je vous demande pas d'apprendre par cœur les concentrations physiologiques. Tu sais, les chiffres, là, ça ne m'intéresse pas. Le 99-1%, pas vraiment. Vous connaissez à peu près leur localisation. Ça veut dire qu'il y a plus de sodium à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur. Potassium, c'est l'inverse. Ça me va. Mais ce qui est vraiment important pour moi, cette session-ci, c'est le rôle. Okay? Je veux que vous connaissiez les principales fonctions de ces ions-là, ou de ces électrolytes-là, parce que si un patient qui en a trop ou pas assez, ben, vous allez être capable de déduire quel système va être affecté à la hausse ou à la baisse et déduire un peu les signes cliniques ou les symptômes. Puis, si le patient se plaint de certains éléments, vous remarquez ou observez certains éléments au niveau nerveux, musculaire, peu importe, bien, vous allez être capable peut-être de comprendre, si vous comprenez un peu le rôle de vos électrolytes. Et les termes qu'on utilise sur le plancher, ou qui sont notés au dossier, ça, vous devez les savoir. Je vous ai déjà donné le truc. Hein? Hémie veut dire sang, glycémie, glucose dans le sang. Natrémie, je veux que tu saches que c'est un rapport avec les ions sodium. Des fois, vous les mélangez, mais Na pour Na, sodium, donc ça se retient facilement. Fait qu'un patient en hypernatrémie, il y a trop de sodium dans le sang. En hyponatrémie, il en manque tout simplement. Si ta natrémie est normale, parfait. Normalement, je vous pose la question, le sodium, sans avoir étudié, je vous demande le rôle, bien, normalement, avec ce que vous avez fait, vous êtes déjà capable de me dire, le sodium est hyper important pour la contraction musculaire. Hein? Vous avez vu le rôle pour générer la dépolarisation au niveau des cellules musculaires, exemple. On a vu ça aussi au niveau cardiaque, quand on a étudié un peu le système cardio-nectaire, les phases de contraction. Donc, déjà, le cœur a besoin de sodium pour se contracter, besoin pour les muscles squelettiques, exemple. Les flux nerveux aussi. Pas de sodium, tu ne feras jamais d'influx nerveux, donc important. Maintenir les bonnes concentrations. Quand on dit équilibre hydrique, en fait, c'est de maintenir les bonnes concentrations au bon endroit. Si tu es moins concentré, mais j'ajoute un peu de sodium, ben, je peux remonter la pression osmotique, peu importe. Et évidemment, l'équilibre hydrique, parce que si tu as un débalancement de la pression osmotique ou de l'osmolarité, ben, tu vas perdre de l'eau par osmose. Donc, tout ça, hein, contrôle hydrique, contrôle de l'influx nerveux, musculaire, cardiaque. Et ça explique qu'un patient en hypernatrémie ou en hyponatrémie, ben, exemple, il manque. Hyponatrémie, il manque de sodium, ça se peut que la fréquence cardiaque soit affectée ou qu'il y a des faiblesses musculaires, dans des cas sévères, il est confus. Pourquoi? Ben, faiblesse musculaire, il y a moins d'influx nerveux qui stimulent le muscle, ou moins de courant électrique, aussi moins de dépolarisation qui se fait au niveau musculaire. Confus, ben, il y a de la misère à répondre correctement de façon intelligible parce qu'il y a moins d'influx nerveux qui va se produire au niveau des neurones, fonctionne moins bien, des inconforts et tout ça. Donc, tout simplement parce que le sodium est affecté. Même chose pour le potassium. Encore une fois, les chiffres, pas besoin de les savoir, mais je veux que tu comprennes le terme kaliémie, okay, qui est fréquent. Donc, kaliémie, émis 100, K pour potassium, pour t'aider à les distinguer. Si tu es en hyperkaliémie, trop de potassium. Si tu es en hypokaliémie, il en manque. C'est à peu près les mêmes rôles que le sodium. En fait, je me suis mal expliqué. Il y a un rôle complètement opposé au sodium au niveau du cœur des muscles, mais c'est les mêmes systèmes que le sodium qui va être affecté. Donc, les mêmes systèmes que le sodium, ça veut dire système nerveux, production d'influx nerveux, contraction musculaire ou cardiaque. C'est clair qu'ici, au niveau musculaire ou cardiaque, on est plus dans la repolarisation, on n'est pas dans la dépolarisation, mais c'est important cette étape-là aussi pour revenir à la normale et permettre les cycles de contraction, exemple. L'influx nerveux, on ne produit pas d'influx nerveux, c'est plus un retour à la normale ou même parfois empêcher la production d'un influx nerveux, parce que c'est important aussi d'être capable de les arrêter. Et pression osmotique, bien sûr, comme n'importe quelle molécule, mais en gros, c'est les mêmes systèmes qui vont être affectés. Donc, même fonction. Pas tout à fait les mêmes fonctions, mais les mêmes systèmes, pardon. Maintenant, ce que je veux vraiment que tu saches, un déséquilibre important de tous ces électrolytes-là que je te parle, ça peut être mortel, dangereux. Mais le potassium, c'est lui que vous surveillez le plus, généralement,
parce que ça ne prend pas de grandes variations. Des légères variations peuvent déjà amener des déséquilibres très graves, puis c'est souvent le plus mortel de tous, ok? Justement parce que on va provoquer assez rapidement des déséquilibres cardiaques ou même un arrêt respiratoire. C'est pour ça qu'on le surveille bien. Il faut tous les surveiller, mais lui particulièrement, et d'autant plus que je vais te parler tantôt qu'il y a un lien entre le transport du glucose, exemple contrôlé par l'insuline, ou encore le contrôle du pH sanguin et les niveaux de kaliémie. On peut finir affecter ça. Alors ça va être important de bien le comprendre parce que, justement, quand vous allez travailler sur le plancher, vous allez revoir un petit peu ces notions-là. Et en gros, la question, ton sodium, comment tu fais pour le contrôler? Donc, ton hypernatrémie versus ton hypo, en fait, tu vas être en équilibre. Et c'est pas compliqué. Ta perte est ici. Chaque fois que tu transpires ou que tu perds de l'eau dans la sueur ou dans l'urine ou même dans les selles, il y a des électrolytes qui suivent le mouvement de l'eau, puis là, tu perds ton sodium. C'est la principale perte, en fait. Et comment tu vas aller les chercher? Généralement, c'est l'alimentation, ce que tu manges. Des aliments riches en sodium puis en sel, tu vas les chercher, vice-versa. Maintenant, on peut aussi, en plus de l'alimentation ou de la perte, on peut contrôler le niveau de sodium avec des hormones. Okay? Donc, l'aldostérone qu'on avait déjà vu, l'hormone, plus que tu en fais, plus que tu augmentes le transport de sodium, et en fait, tu vas transporter le sodium au niveau des néphrons, des reins, donc tu réabsorbes le sodium vers les capillaires, et l'eau va suivre par osmose. Donc, tu réabsorbes sodium et eau, et il y aura moins d'eau, mais aussi moins de sodium dans l'urine. Donc, ça te permet de remonter, en plus d'alimentation, ta concentration de sodium. Au contraire, la FNA favorise l'élimination de sodium et de l'eau dans l'urine. Donc là, on va favoriser la perte. Donc, si tu en as trop de sodium et que tu es en hyper, tu vas favoriser l'élimination par la FNA ou vice-versa. Si exemple, tu es en hyponatrémie, tu vas favoriser l'aldostérone pour les récupérer. L'ADH n'a pas de rôle direct dans le transport, en fait, la réabsorption, l'élimination de sodium, mais en récupérant l'eau, tu viens un peu diluer, donc en diluant, tu diminues la concentration de sodium en fait et de son impact. Mais je dirais que l'ADH est plus un effet indirect. C'est vraiment l'aldostérone et la FNA qui a un effet très important, direct en fait. Maintenant, potassium, un peu la même chose. Les pertes, donc hyper ou hypokaliémie, c'est des situations qu'on veut éviter, mais c'est les mêmes pertes que le sodium, puis c'est le même endroit où on va le chercher. Par contre, il y a juste une hormone qui va affecter directement la concentration de potassium, donc la kaliémie, et en fait, c'est l'aldostérone. L'aldostérone fait exactement l'inverse. Okay? Donc, oui, on récupère, en fait, je me suis mal expliqué, fait l'inverse sur le sodium. Donc, tantôt, on récupérait le sodium, mais on va éliminer le potassium. Autrement dit, à chaque fois que tu fais l'aldostérone, tu réabsorbes le sodium et eau, et en même temps, tu élimines le potassium, le K+, donc, et on va retrouver plus d'ions potassium dans l'urine, évidemment. Les autres hormones n'affectent pas directement le niveau de potassium. Mais ce qui va être vraiment important, c'est ça ici. Et c'est ce que je disais en début de capsule, en intro, que je veux dire, c'est les deux éléments, peut-être que c'est plus difficile à comprendre pour les autres, mais qui est vraiment important de maîtriser. Et même si je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Il faut bien le comprendre. Donc, juste pour que vous compreniez, ce que je viens d'encercler ici, je vais le faire sur la prochaine diapo. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a deux événements qui peuvent affecter la kaliémie à part des hormones, comme l'aldostérone. Donc, tu as le transport des hydrogènes qui peut affecter la kaliémie et tu as le transport de glucose. Et là, souvent, vous me dites, ouais, mais c'est quoi le rapport entre le potassium et le glucose, potassium et l'hydrogène? En fait, il n'y en a pas. Biologiquement, il y a une explication, mais il n'y a pas de lien. Tu vas ajuster l'hydrogène, on s'en fout des K+. Tu vas ajuster le glucose, on s'en fout des K+. C'est simplement qu'on a des pompes à double spécificité et c'est le problème. Je vais commencer avec la glycémie. Okay? Donc, mettons, j'ai des cellules comme ça ici. On a des transporteurs membranaires, tout simplement. Okay? Et il y a plusieurs, et là, il faut faire attention, il y a plusieurs sortes de transporteurs à glucose. En bio 1, vous avez vu à la session dernière qu'on a des transporteurs à glucose point final, donc des protéines spécifiques au niveau de la membrane. On a vu aussi dans la session avec moi qu'il y avait des transporteurs, quand j'étais dans les reins, des transporteurs, donc des pompes, si vous voulez. En fait, on les appelle des sains porteurs, qui vont pomper en même temps le glucose puis le sodium. Parfait. Et là, il y en a un autre aujourd'hui que je vous apprends. Tu as des pompes, encore des sains porteurs, mais qui pompent le glucose et le potassium. Et c'est possible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es en situation d'hyperglycémie, okay, donc ça, c'est un capillaire sanguin, mettons que j'ai le glucose qui augmente. Okay, qui augmente. Donc, ce que je dessine ici, c'est des molécules de glucose.
glycémie normale de 4,7, tu montes à 10. Tu viens de prendre un repas, tu es en hyperglycémie, c'est normal. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ton pancréas produit une hormone qui s'appelle l'insuline. Et l'insuline fait beaucoup de choses, mais pour aujourd'hui, je vais surtout focuser sur sa fonction de transport. Et en gros, on pourrait résumer très simplement, l'insuline va favoriser par différents mécanismes moléculaires le déplacement du glucose dans le sang vers les cellules des différents tissus et organes. Parmi tous les transporteurs, il y en a un paquet qui existe que vous étudiez jamais au DEC. Hein? Si vous faites de la moléculaire à l'université, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pompes, beaucoup de transporteurs. Vous autres, votre vie se résume souvent aux transporteurs qu'on appelle dans les flux nerveux les pompes sodium-potassium. Vous avez souvent l'impression qu'il y a juste ceux-là. Mais c'est faux, il y en a des variétés incroyables. Et une que je vous apprends aujourd'hui, qui peut-être tu trouves un peu bizarre, c'est que la pompe a une double spécificité. Elle fait rentrer 2 substances. Elle peut faire entrer le glucose en provenance du sang, OK? Donc vers la cellule ici, dans l'organe ou dans les tissus, mais en même temps, c'est comme une double pompe. OK? Donc, c'est comme si on avait 2 points d'entrée, une pour le glucose et une pour le potassium. Donc, à chaque molécule de glucose qu'utilise ce type de transporteur, et c'est ce que votre livre vous explique, donc à chaque molécule de glucose qui entre vers l'intérieur de la cellule, j'ai automatiquement un potassium qui est pompé dans le même sens. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que justement, ton niveau de glucose, si tu es en hyperglycémie, okay, on veut diminuer ton niveau de glucose. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'insuline, quand tu vas faire l'hormone, on favorise l'hypoglycémie, bien sûr, parce que l'insuline va prendre la concentration élevée de glucose et la rediminuer à un niveau normal. Donc, on favorise le déplacement de glucose vers la cellule. Donc, il faut juste comprendre que si je retire le glucose du sang vers la cellule, bien, il m'en reste moins dans le sang. C'est pour ça qu'on parle d'hypoglycémie. Mais on s'entend, on ne veut pas tomber à 2 puis avoir des problèmes. On veut le faire passer d'une hyperglycémie de 10 à 6. Donc, favorise l'hypoglycémie, parce que, oui, mais je veux revenir à une glycémie normale. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, en français, en fait, on va favoriser l'abaissement de la glycémie. Mais en même temps, on va favoriser l'hypokaliémie. Parce que mes cas plus ici, et ça, c'est important de voir la nuance que je vais faire là. J'ai trop de glucose, fait que l'insuline permet de faire entrer de glucose dans la cellule, ce que je veux, mais mon potassium, il était normal probablement, à part si vous aviez déjà des problèmes au préalable, mais maintenant que tu es une personne en santé, tu prends un repas ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Bien, tu es en hyperglycémie, je pompe le glucose, mais ton potassium qui était à un niveau normal, je vais le pomper vers la cellule, donc lui, il va diminuer. Et donc là, tu favorises une hypokaliémie, et comme je disais tantôt, ça devient problématique parce qu'une faible variation pourrait entraîner des troubles respiratoires, cardiaques, etc. Donc, c'est automatique, ça va se faire automatique, ça suit, aussitôt qu'on utilise ces pompes-là. Puis là, j'attire ton attention, dans ton manuel, il n'y en a pas de texte qui t'explique ça. Tu as juste moi, là. Fait que c'est important de bien le comprendre parce que le seul élément dans ton livre qui en parle, c'est cette petite figure avec ce petit énoncé-là, en bas ici, puis tantôt, je vais vous parler du haut. Donc, les explications sont minimales, OK? Donc, mais comme je disais, il faut bien comprendre ce que je dis pour l'examen. Maintenant, pourquoi je vous achale avec ça? Bien, parce que quand tu vas travailler, puis déjà en soins, ils vont sûrement vous en parler, mais si tu as, exemple, un diabétique qui est mal contrôlé, ou le cas classique, hein, la personne essaie de calculer, là, il y a des pompes maintenant, puis c'est peut-être un peu plus précis, je ne sais pas, mais à une certaine époque, les gens s'injectaient, puis estimaient à peu près, je m'en faire du sport, j'ai mangé un peu plus, j'ai triché, j'en ai injecté quelques unités de plus, puis bon, des fois, c'est pas trop précis, puis là, une surdose d'insuline, c'est quand même fréquent, et là, la personne tombait en hypo. Donc, c'était une glycémie, tu penses, de 10, mais finalement, tu es à 8, puis là, tu prends trop d'insuline, tu tombes à 3, bien, là, ça amène des problèmes. Donc, ou tu peux avoir la situation inverse, OK, mais tu es en hyperglycémie, la personne ne s'injecte pas d'insuline, mais peu importe, aussitôt qu'on va lui injecter de l'insuline, ou que la personne s'est injecté trop d'insuline, ou peu importe, c'est des situations où vous allez devoir surveiller le niveau de kaliémie. Et pourquoi que vous suivez plus chez le diabétique ou une personne qui a un problème de transport au niveau du glucose, bien, c'est simplement à cause de ces pompes-là. Okay? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'à chaque fois que j'utilise ces pompes-là, que je déplace le glucose, je vais affecter finalement le niveau de potassium à la baisse. Je rouvre une parenthèse culturelle. Là,
avec ce que je dis, vous allez manger à soir. Parce que comment ça se fait que moi, j'ai pas de palpitation cardiaque après avoir mangé 3 tablettes de chocolat ou un dessert, parce que je suis en hyperglycémie? Mais parce que même si cet événement-là se produit, chez une personne en santé, on a des mécanismes compensatoires. C'est vrai que le transport de glucose via l'insuline vers la cellule va diminuer mon niveau de potassium, mais là, on a d'autres mécanismes. Hein, on a parlé d'aldostérone tantôt, peu importe. On a d'autres mécanismes, on a d'autres pompes aussi que je ne vous explique pas, qui vont normalement, chez la personne en santé, rétablir cette perte de potassium-là. Par contre, si tes mécanismes d'adaptation à ce niveau-là, au niveau de la calémie, se font mal, ça se peut que tu restes plus faible. OK? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que le patient diabétique, automatiquement, il y a un problème. Mais il faut le surveiller peut-être, surtout s'il s'est injecté une grande quantité d'insuline, donc il y a plus de chances d'avoir un taux de calémie faible. Puis s'il y a 80 ans, puis 20, bien 80, ça se peut que sa capacité à rétablir son taux de calémie soit plus lent, donc il est plus sujet peut-être à avoir des problèmes. Mais une chose est sûre, il faut surveiller parce qu'il y a un lien entre les deux. Et même chose pour le pH sanguin qu'on a beaucoup étudié dans la séquence 6, il n'y a pas si longtemps, dans les premières capsules, capsule 8 et tout ça, je vous montrais comment on fait pour contrôler un pH. On a vu qu'il y avait les poumons, hein, entre autres, qui peuvent ajuster la fréquence respiratoire et la quantité de CO2 pour ajuster la quantité d'hydrogène sanguine, donc le pH sanguin. On a les reins aussi qui peuvent réabsorber et sécréter les ions hydrogène ou bicarbonate, HCO3-, pour contrôler. Ce que je ne vous ai jamais dit que je rajoute aujourd'hui, là, je ne parle pas de poumons, je ne parle pas de reins, je parle encore une fois des cellules de l'organisme. Et une grande majorité d'entre elles, ces cellules-là, ont des pompes spéciales aussi, qu'on appelle des pompes à hydrogène. Certaines pompes à hydrogène ont une double spécificité. On parle d'antiporteurs parce qu'on peut déplacer deux substances, mais en sens inverse. Et ces pompes-là, c'est la même logique que tantôt, mais avec une nuance. On peut pomper des hydrogènes vers l'intérieur de la cellule, mais en échange, pour que ça fonctionne, je dois sortir un potassium vers le sang. Pour chaque hydrogène, et en fait, mon hydrogène ici devrait partir du vaisseau sanguin, donc je recommence mon dessin, les hydrogènes dans le sang vont être pompés vers l'intérieur de la cellule. Donc, ce qu'on vous montre, ce qui est écrit ici, que j'ai réécrit en plus gros ici, mettons que tu as une situation d'acidose respiratoire, métabolique, il y a plein de situations, hein, des troubles respiratoires, de l'emphysème, des MPOC, peu importe, du diabète qui fait beaucoup de corps cétonique, peu importe. Toutes les situations que vous avez vues dans la session, acidose, qui est très fréquent en fait, tu as un surplus d'hydrogène. Donc, beaucoup d'hydrogène. OK? Ton taux de calémie, là, faites attention, c'est difficile pour moi. Déjà, j'écris mal, puis c'est encore difficile, encore plus difficile avec ma tablette. Là. Donc, K+, H+. Ton K+, est normal. Niveau de calémie normal. Tes hydrogènes, il y en a trop. Tu veux t'adapter. Oui, tes poumons, oui, ta fréquence respiratoire, donc tes reins vont travailler, mais ce que je vous dis, c'est qu'en plus, l'ensemble des cellules de ton organisme pourra pomper le surplus d'hydrogène vers l'intérieur. Et la cellule l'utilisera pour faire ce qu'elle veut. Mais évidemment, si je retire un hydrogène du sang et je le pompe vers l'intérieur, ça m'en fait un de moins. Et on va continuer à utiliser ces pompes-là, qui sont encadrées ici, tant que j'en ai trop, tant que je suis en acidose. Donc, le problème, c'est qu'il y a un prix à payer. La pompe fonctionne seulement en expulsant de l'hydrogène dans ce cas-ci, donc du potassium, pardon. Donc, à chaque fois que je pompe un hydrogène en dedans, je gagne un plus, mais la cellule réagit en sortant une charge positive pour maintenir un équilibre électrique. Et on est mal fait parce qu'en fait, on aurait pu utiliser peut-être un autre ion positif qui serait moins important, mais nos pompes, évolutivement, c'est comme ça qu'on les a développées. Donc, un hydrogène qui rentre, un potassium qui sort. Et donc, les situations d'acidose, en utilisant ces pompes-là, oui, va permettre de régler ton problème d'hydrogène en les diminuant et en ramenant ton pH à la normale, mais ça favorise une hypercalémie, donc un surplus de potassium dans le vaisseau sanguin. Encore une fois, je ne dis pas que tous vos patients d'acidose vont tomber automatiquement en hypercalémie. On a des mécanismes qui vont nous permettre de compenser, mais il faut les surveiller avec plus d'attention, un petit peu comme tantôt avec la glycémie, parce qu'on sait qu'il y a un lien direct biologique avec le fonctionnement de ces pompes-là. Alors, quelqu'un qui est en acidose, puis qui utilise beaucoup ces pompes-là, puis il y aura certainement plus de chances d'avoir une hypercalémie. Donc, il faut surveiller, parce que je l'ai dit tantôt, le niveau de potassium, ça ne prend pas grand-chose pour amener des conséquences assez graves au point de vue médical. Et tu as la situation inverse également.
Une fois que tu as compris ça, là, ça devient plus simple. Je peux faire l'inverse en ce sens où je peux être aussi en alcalose. Okay? Alcalose respiratoire, métabolique, peu importe. On a déjà vu les causes de ces déséquilibres de pH sanguin, mais si tu es en alcalose, qu'est-ce qui arrive? J'ai moins d'hydrogène. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste l'inverse. On utilise les mêmes pompes, mais en sens inverse. Donc, dans ce cas-ci, pour contrôler, et évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez maintenant, mon potassium est normal. Mais je manque d'hydrogène. Pour contrôler mon pH, donc je manque d'hydrogène, qu'est-ce que je veux? Je vais en rajouter. Fait que je vais prendre les hydrogènes qui sont accumulés dans les cellules des tissus. J'en sors un pour aller en ajouter un nouveau ici dans les vaisseaux sanguins, mais le prix à payer, c'est de récupérer en sens inverse un potassium. Donc ça, c'est une situation qui va me favoriser une hypokaliémie. Et encore une fois, l'alcalose, ces patients-là, il faut que tu surveilles le niveau de kaliémie qui pourrait, donc le niveau de potassium sanguin qui pourrait être affecté. Si on résume ça en français, en une phrase, c'est simple. Il faut juste que tu retiennes, exemple, dans le cas du glucose, le potassium suit le mouvement du glucose. Le glucose rentre, le potassium rentre. Okay? Donc, c'est un peu ça, et ça, c'est contrôlé par l'insuline. Quand tu contrôles le pH sanguin, donc la concentration d'hydrogène sanguin, bien, ce qu'on voit, il faut juste se souvenir qu'on fait le mouvement inverse. Si les hydrogènes rentrent dans les cellules, les potassiums sortent dans le sang, et si on sort des hydrogènes, le potassium va quitter le sang pour rentrer dans les cellules, ce qui va affecter à la hausse ou à la baisse le niveau de potassium et qui pourrait amener des problèmes. Puis encore là, il faut faire attention parce que là, l'historique médical du patient peut affecter. Okay? Donc, exemple, si je te dis un état d'acidose, okay? Parce qu'il y a trop d'hydrogène, puis oui, ça peut provoquer une hyperkaliémie, mais ça dépend de la situation. C'est une acidose métabolique due à un problème très précis. Les poumons et les reins fonctionnent bien, par exemple. Ben, vous avez peut-être des chances de réguler le pH en utilisant moins ces pompes-là. Si vous avez un trouble respiratoire, mettons, c'est un fumeur de 80 ans, il a fumé toute sa vie, de l'emphysème solide, les bronches obstrués par du mucus, donc déjà un gros problème. Les poumons ne nous aideront pas bien à contrôler le pH ici, puis en plus, c'est peut-être le cas de l'acidose, peut-être une acidose respiratoire. En plus, on a une infection au rein, cancer du rein, les reins ne fonctionnent pas. Alors là, contrôler la régulation, j'ai juste ces pompes-là qui viennent m'aider, ou en tout cas, on les utilise beaucoup, mais là, peut-être que le problème de kaliémie va être plus fort. Comme je disais tantôt, selon l'âge, notre capacité à utiliser les pompes au point de vue métabolique, au point de vue biomoléculaire, bien, évidemment, ça peut affecter de façon plus ou moins efficace. C'est pour ça que c'est du cas par cas. 10 patients qui ont une acidose n'aura pas nécessairement un problème d'hyperkaliémie. Vous avez peut-être fait de l'acidose en faisant un sport ou un alcalose pour X raison, vous êtes végétarien, vous mangez beaucoup d'un type de légumes, peu de viande, mais on ne tombe pas en acidose, en alcalose parce qu'on a des mécanismes de régulation qui contrôlent notre pH, puis on ne tombe pas en hyper ou en hypokaliémie parce qu'on a des mécanismes de régulation. Mais vous allez travailler avec des gens qui ne sont pas en santé. Donc, évidemment, vos patients auront un ou plusieurs mécanismes de défectueux et c'est pour ça qu'on pourrait voir un élément entre l'hydrogène et le potassium ou glucose avec le potassium. Fait que ce que je vous demande pour l'examen, en fait, c'est d'être capable de m'expliquer biologiquement le lien entre le niveau de kaliémie et de glucose, ou encore le lien entre la quantité d'hydrogène et l'impact sur la kaliémie. Donc, en fait, tout est écrit, je viens de vous l'expliquer, mais si vous êtes capable de m'expliquer ça et de comprendre ça, eh bien, vous êtes parfait pour l'examen. Pour le reste, c'est assez simple. Donc, les 3 derniers électrolytes qui sont à l'étude, encore une fois, je ne demande pas d'apprendre les chiffres, mais les noms. Le chlorémie, je veux que tu saches que c'est le niveau de chlore sanguin, calcémie, calcium au niveau sanguin, évidemment, et magnésémie, magnésium. Chlore, fonction, les 2 principales que vous avez déjà étudiées, ça, il faut le savoir. Donc, si vous faites Bio 3, vous le savez, sinon, vous me croyez sur parole. Au niveau de l'estomac, on fait un acide extrêmement puissant qui facilite la digestion des protéines, en fait la dénaturation des protéines. Donc, à ce niveau-ci, c'est du HCl qu'on produit et le chlore permet de créer cet acide-là. Donc, un puissant acide. Aussi, régulation des influx nerveux un peu partout dans le corps. Donc, le chlore va favoriser le PPSI. Donc, on empêchait, dans certaines situations, de la production d'influx nerveux, ce qui peut être souhaitable dans certaines situations. Donc, tout le contrôle de production ou non d'influx nerveux peut être en partie effectué par le chlore. Calcium aussi, vous avez vu ça au cours de votre carrière d'étudiant, donc extrêmement important pour permettre la contraction, exemple, des muscles squelettiques, donc pour déplacer le complexe inhibiteur troponine, tropomyosine et tout ça. Pas besoin de revenir là-dessus, mais
pas de calcium, difficile de se contracter, c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Les neurotransmetteurs au niveau du système nerveux ne seront pas relâchés, donc la production, le contrôle des influx nerveux va être difficile. Les os, on sait que c'est important d'avoir du calcium pour avoir une bonne solidité au niveau des os, sinon on est à risque d'ostéoporose et toutes sortes de problèmes. Second messager, ça on ne le voit pas beaucoup dans votre programme, mais est important pour une cascade, certaines cascades de réactions moléculaires au niveau de la cellule, mais bon, lui peut-être moins important pour nous autres, sauf si un jour vous faites de la biomol. Coagulation sanguine, on a vu ça en début de session, donc pas de calcium, difficulté à coaguler évidemment. Donc ça, ces fonctions-là, il faut les savoir. Et le magnésium, j'en ai parlé un petit peu en début de session avec le plasma sanguin, mais on n'a pas beaucoup parlé. Plusieurs rôles, en fait. Le magnésium, souvent, il peut fonctionner avec certaines pompes. En fait, aider, faciliter le fonctionnement de certaines pompes, entre autres la pompe sodium, tout le concept de relaxation musculaire aussi, mais ce que je veux vraiment focuser, c'est plus le concept de coenzyme. Hyper important en biologie parce que c'est un terme qui revient un jour, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez le faire, c'est promis. Vous allez étudier les vitamines, certaines molécules. Il y a plusieurs vitamines qui fonctionnent comme coenzymes. Le magnésium, on considère que c'est une coenzyme. Et c'est quoi? C'est une molécule qui va faciliter l'activité de certaines enzymes spécifiques. Donc, exemple, pour une enzyme ciblée par le magnésium, si vous n'avez pas de magnésium, l'enzyme fonctionne, mais peut-être à 20% de capacité. Vous ajoutez le magnésium, elle va devenir efficace à 100% ou à 90%. Donc, ça a un impact important pour certaines réactions chimiques, certaines réactions métaboliques. Il y a certaines vitamines aussi qui vont favoriser ça. Vous n'avez pas la vitamine, la réaction CYM est beaucoup moins efficace. Et en gros, souvent, les coenzymes, en s'attachant à l'enzyme, vont juste modifier un petit peu la structure 3D de l'enzyme, ce qui la rend plus efficace. Donc, en fait, c'est bien indiqué ici. Là, la France participe à certaines, ou en fait, c'est des centaines de réactions enzymatiques, mais on pourrait dire des certaines aussi. Donc, le magnésium participe à beaucoup de réactions chimiques, enzymatiques, mais pas à tous. Si vous manquez de magnésium, bien évidemment, tu vas avoir certaines réactions chimiques, certaines réactions enzymatiques qui vont moins bien se faire. Et je termine ici, mais en fait, c'est juste pour vous avertir, ces boucles-là, on les a vues 3 fois dans la session, donc je ne vais pas les réexpliquer dans la capsule. L'angiotensine 2, ADH, aldostérone, FNA, vous les avez vues en détail, ces boucles-là, dans le système cardiovasculaire. Je vous en ai reparlé dans le système urinaire. Et là, je vous en reparlerai dans le déséquilibre hydrique, mais c'est toujours les mêmes boucles, les mêmes fonctions. Donc, évidemment, en gros, juste pour que vous compreniez un petit peu, que j'ai un problème de volume, parce que vous êtes volume plasma, parce que vous êtes déshydraté, effectivement, moins de liquide, tu baisses ta pression artérielle. Baisse ta pression artérielle, parfait, tu vas remonter la pression, tu peux faire certaines de ces hormones-là. Tu manques de liquide, tu es déshydraté, tu peux faire certaines de ces hormones-là pour ajuster le niveau des reins qui réabsorbent l'eau. Puis là, ce que je te dirais aujourd'hui, bien, on a vu tantôt, tu as soif, tu manques d'eau, fait qu'il faut que tu récupères de l'eau. OK, mais c'est toujours la même boucle, la même fonction. Donc, peu importe la situation, le stimuli qui déclenche la production, les effets, la boucle, c'est toujours les mêmes. Donc, je ne vais pas les répéter puisqu'on les a fait à peu près 2-3 fois dans la session. À la limite, vous allez revoir les capsules cardio ou urinaires, mais je prends pour acquis que ça, c'est vraiment déjà acquis. Donc, je ne vais pas vous casser les oreilles inutilement à vous les répéter une 4e fois. Voilà, mais simplement vous dire, n'oubliez pas de les étudier. Voilà, ça termine la capsule. Donc, je vous souhaite une bonne étude et comme toujours, on ne se gêne pas, vous m'écrivez au fur et à mesure de vos questions. Ça va me faire plaisir de vous aider au meilleur de mes capacités. Donc, à très bientôt dans une prochaine capsule.